Je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... On le traite de milice, mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. D'aucuns le savent, le Rwanda faisait partie de pays francophones. Et en 2010, le Rwanda va décider de pouvoir se retirer de la langue francophone, donc retirer la langue française du milieu professionnel, du milieu de la formation et de l'éducation. Et grande surprise, Emmanuel Macron choisit de pouvoir soutenir la candidature du Rwanda qui parle l'anglais depuis 9 ans déjà pour une candidature en 2018 de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Marie-Louise Mushikiwabo. Et Macron, président du pays originaire de la langue française, avait déjà ses idées et lui-même le dit sans embâche. J'ai une conviction que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Vous imaginez, le président français Emmanuel Macron avait déjà sa petite idée en tête, c'est lui de la candidature de Marie-Louise Mushikiwabo. Elle a la compétence. Oui, elle a la compétence, mais le Rwanda n'est plus un pays francophone. Elle s'est écartée de la francophonie, elle est allée adhérer à la Commonwealth. Mais en 2018, il ne faut pas oublier qu'il y a les soubresauts de l'assassinat de l'ancien président rwandais, Habyarimana. Et c'est un tollé, une crise diplomatique. Et la France avait sanctionné les dirigeants rwandais. Le courant ne passait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Emmanuel Macron puisse soutenir la candidature de Marie-Louise Mushikiwabo face à la candidature de Michaël Jean,
candidate canadienne qui était déjà secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La problématique concernant la démocratie, le conflit à l'est de la RDC, et malgré tout cela, les pays membres francophones vont voir le tollé. Mais Emmanuel Macron a déjà son veto par rapport à la candidature de Madame Marie-Louise Michiki-Yabo. Mais déjà, quand on remonte l'histoire, Marie-Louise Michiki-Yabo explique sa vision par rapport à son apport à la francophonie et surtout aux grandes questions des droits de l'homme. Votre passé aussi est un choix politique finalement? J'espère. Parce que moi, je me suis présentée pour ce poste. J'ai voulu être ici parce que je trouve que c'est un beau défi pour moi. J'ai grandi francophone, j'ai appris l'anglais, j'ai fait mes études supérieures en anglais, j'ai fait un diplôme en français aux États-Unis d'Amérique. J'ai vécu un peu partout dans le monde, mais je me réclame francophone et je suis en tout cas très, très à l'aise dans mon poste. J'aimerais aussi que la langue française puisse vraiment aller avec les temps. On n'a pas de complexe à avoir. Mais nous devons occuper notre place. Louise Michiki-Yabo, sous votre mandat qui débute à peine, hein, on le rappelle, la francophonie aura-t-elle vocation à défendre les droits de l'homme? Mais la francophonie a déjà cette vocation. C'est présent dans la charte de l'organisation. Hein. Il est question d'aider à l'instauration, au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion, au règlement des conflits, au soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. C'est aussi votre combat? C'est une grande partie du mandat que j'ai. C'est un travail qui se fait déjà à la francophonie. Moi, je viens juste d'arriver, mais cette institution existe depuis longtemps et ce travail continue. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si, par exemple, demain, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a déjà frappé à la porte de la francophonie, frappe à nouveau, sachant que le pays emprisonne ses opposants, les condamne à de très lourdes peines et parfois même à la peine de mort, est-ce que vous serez favorable, à l'entrée de pays de ce type dans l'organisation de la francophonie? Ce n'est pas par mes fonctions passées de ministre des Affaires étrangères que je ne vais pas attaquer un seul pays. La réalité, mais est-ce qu'il y a des lignes rouges et est-ce que la francophonie doit être ouverte à tout prix? Je pense que la vocation de la francophonie, c'est d'accompagner les pays, de faire en sorte que cette culture de démocratie des droits soit une culture partagée dans notre espace. C'est ce que nos textes nous disent. Et donc, pour moi, je n'ai pas d'approche punitive, j'ai plutôt une approche d'essayer d'attirer d'abord les États qui sont déjà membres, mais ceux qui veulent adhérer aussi vers cette culture qui a été voulue même par les pères fondateurs de la francophonie. Et donc, pour moi, c'est une question de... Bon, bien évidemment, l'adhésion des pays va par certains critères. Vous aurez remarqué aujourd'hui que la francophonie qui a 88 États et gouvernements, mais c'est des États et gouvernements qui ont différents modes démocratiques et de gestion. Et pour moi, l'important, c'est de nous assurer que nos États membres suivent les valeurs de la francophonie, mais je ne dirais pas qu'ils suivent les valeurs de la francophonie, sinon on les met en prison. On veut que les pays essayent d'aller vers des systèmes démocratiquement sains. Mais vous de brevet de démocratie ou de respect des droits de l'homme? C'est aux États membres de décider par rapport à l'adhésion. Moi, je suis très ouverte à l'expansion, mais pas n'importe comment. Je trouve que c'est une très bonne chose que la francophonie attire autant de pays, mais il y a des critères. Et donc, pour moi, la discussion, ce n'est pas tellement sur l'Arabie Saoudite ou d'autres États, parce que si on va aller chercher dans l'espace francophone, il y a beaucoup de pays qui ont quand même des problèmes. Et donc, pour moi, il s'agit surtout de dire,
voici ce que représente l'espace francophone en termes de démocratie, de droit. Et on va, c'est notre mandat, tout faire pour que ces États et ces membres existants et ceux qui veulent faire partie de nous aillent progressivement vers ces valeurs-là. Alors, il y a eu, avant votre désignation à la tête de la francophonie, toute cette polémique sur le fait que vous aviez été la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, que vous venez de ce pays où l'opposition, Louise Mushikiwabo, n'a pas beaucoup voix au chapitre. Est-ce que ça n'est pas un handicap, une gêne pour vous ? Pas du tout. C'est ça, une campagne électorale. Hein. On va quelquefois chercher la petite bête ou la grosse bête. Mais vous savez, donc pour vous, cette polémique est enterrée. Cette polémique avait à voir avec l'accession à ce poste. C'est pour cela d'ailleurs que je n'entends plus parler de cela. Je ne sais pas si mon pays est un pays différent aujourd'hui. Pour moi, c'est une polémique de campagne. Franchement, il faut le reconnaître. Marie-Louise Mushikiwabo, une femme intelligente, une scientifique intellectuelle. Elle a bénéficié de cette stratégie rwandaise qui était de placer les Rwandais à travers le monde, la formation, le renforcement des capacités, pour qu'un jour, qu'ils puissent être bénéfiques au Rwanda. Madame Marie-Louise Mushikiwabo est cette ministre d'Affaires étrangères qui a fait bouger l'Afrique centrale, fait bouger l'Afrique, tenu tête, s'il vous plaît, à la France en pleine crise diplomatique sur la question de l'assassinat de l'ancien président Habyarimana. Donc, ce coup de maître que jouera Paul Kagame pour faire asseoir une candidate qui faisait tête à l'Élysée et par surcroît un pays qui a décidé officiellement de se retirer de la francophonie. Il faut le reconnaître, quel coup de maître. Beaucoup disent que le Rwanda est un pays francophone, bien sûr, historiquement. Et puis de deux, vous pouvez les réintégrer en tant que pays ami, en tant que pays d'honneur. Sur 88 États et gouvernements, il n'y avait que le Rwanda pour être candidat. Bon, ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas, bien sûr. Le président Macron avait déjà décidé, il a mis son veto par rapport à son choix. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo qui se décide de pouvoir abriter le 9e jeu de la francophonie malgré la crise financière, malgré la crise sécuritaire à l'Est, malgré tout cet étau? Et n'oublions pas que la RDC est en année électorale. C'est lorsque on est dans les problèmes, c'est lorsque on est dans les défis que l'on voit les véritables amis. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a fait allusion à ses propos lors de ses mots d'ouverture à tous ceux qui ont bien voulu venir en RDC prendre part à la 9e organisation des Jeux de la francophonie dédiée à la jeunesse sur les questions de sport et de la culture. Excellences, Messieurs les Premiers ministres et représentants des chefs d'État, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ici représentée, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants au 9e jour de la francophonie, chers jeunes francophones, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Mesdames et messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que
de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Félix Tshisekedi paraphrase « C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis ». Madame Marie-Louise Michikuabo a désiré l'invitation à son activité. Qui peut être invité dans sa propre maison? La secrétaire générale de l'OIF, Marie-Louise Michikuabo, va prétendre qu'elle n'a pas été invitée. Or, dans toutes les éditions, le secrétaire général ne s'est fait jamais inviter. Même Michael Jean n'a jamais été invité. À Kinshasa vendredi, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. L'information a été confirmée par la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie mardi. Et pour cause, l'absence d'une invitation officielle promise depuis le 21 juin par les autorités congolaises. Lundi, le gouvernement congolais rassurait pourtant sur l'arrivée de la Rwandaise dans la capitale, estimant qu'en sa qualité de co-organisatrice de l'événement, la secrétaire générale de l'OIF n'avait pas besoin d'invitation formelle. Le climat délétère entre le Rwanda et la RDC peut être passé par là. Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui écume des ponts entiers dans l'est de la RDC.
Kinshasa et Paris, le courant ne passe pas, surtout par rapport à la question de l'Est. Emmanuel Macron vient revigorer les relations entre l'Afrique et la France, ou plutôt la France et l'Afrique, vient à Kinshasa avec des idées bien conçues ou préconçues. Il rencontre une résistance de M. Félix Tshisekedi qui demande au président français de reconnaître l'agression de M23 soutenue par le Rwanda. La France doit s'impliquer pour sanctionner le Rwanda. Emmanuel Macron ne peut y concéder. Voilà la vraie source de ce désamour que Emmanuel Macron, sans ambages, ne cache plus. Et nous vous faisons remémorer là où est parti le clash entre le président français et le président RD congolais. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a oui, une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle.
elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait « on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet ». Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Macron dit devant la presse et l'assistance, s'il y a eu alternance, c'est parce que la France s'est impliquée. Vous sentez une réponse de frustration. Macron s'est senti qu'il ne pouvait pas avoir Félix Tshisekedi comme il le souhaitait, amener Tshisekedi dans sa pensée. Et là, le désamour manifesté. La France, par Emmanuel Macron, ne va pas condamner le Rwanda par rapport à son aide au M23. Déjà, la candidate rwandaise ou le secrétaire général de la francophonie est rwandaise. Et vous connaissez les positions fortes que prenait Marie-Louise Michikuabo par rapport à la question de l'Est. Parce que Marie-Louise Michikuabo fait partie des généraux et surtout des grands généraux autour de Paul Kagame. Mais sur le plan historique, la France, c'est une langue qui a vu le jour en France. Donc, pour donner la solennité de la cérémonie, il a fallu que Macron taise la hache de guerre, puisse venir parce que ce n'est pas la RDC, mais ce sont les Jeux de la francophonie initiés par la France avec certaines parties prenantes en 87. Mais non, Macron, sachant que la francophonie, une des grandes organisations francophones au monde, a lieu à Kinshasa, lui, il préfère aller où? Vous allez le découvrir. Très heureux d'être présent et le président de la commission des lois de l'Assemblée nous accompagne et également d'être présent ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a 5 ans, j'étais là pour essayer de bâtir une feuille de route. Les engagements ont été tenus. Depuis lors, les 3 référendums ont permis, conformément aux accords, à la population de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projets institutionnels que je viens ouvrir. Et donc c'est
à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi poser les bases justement de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces 3 référendums. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Macron ne s'est pas empêché de pouvoir célébrer le génocide rwandais en érigeant un monument à Paris. Macron ne s'est pas empêché de soutenir un pays qui s'est retiré de la francophonie pour adhérer au Commonwealth. Et aujourd'hui, la direction de la francophonie est entre les mains du Rwanda. Mais pour venir à des jeux organisés par la francophonie, dont la France, les institutions françaises ont la même mise, Macron n'a pas le temps, il va en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'était la même chose en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, lors de la 8e édition des Jeux de la francophonie, la France était en grande pompe, en compagnie du président Alassane Ouattara. La peinture, la photographie et la sculpture. Un pharaon toujours au rendez-vous des grandes compétitions. Merci d'accueillir. Et une volonté de gagner au top médaille aussi. Bienvenue au top. La Tunisie, 8e participation. Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux de la francophonie en toute impartialité, en respectant et en suivant les règles qui les régissent. Dans la paix, emmener la liberté, notre devoir sera d'être modèle, une espérance promise à l'humanité. Nous recevons ici. Entre-temps, avant de prendre son avion pour le sommet Russie-Afrique, le voisin brazzavillois, le président Denis Sassou Nguesso, était à la ferme privée familiale de Paul Kagame, suivant en image.
Mais que doit faire l'Afrique pour sortir de cet étau où les pays africains sont mis en confrontation par rapport aux intérêts des pays occidentaux? Si aujourd'hui le conflit entre le Rwanda et la RDC est interposé par le M23, vous sentirez que les ficelles sont tirées par les Occidentaux. Mais comment l'Afrique peut prendre son épanouissement à bras le corps? Le capitaine Ibrahima Traoré, nouveau président du Burkina Faso, c'est vrai, entre parenthèses, peut-être la manière d'accéder au pouvoir ne passe pas, mais quand même, il pose des questions légitimes lors du sommet Russie-Afrique. Malgré ses aînés, malgré ses pères présidents africains, le militaire ne s'est pas caché d'un certain gène. À la Thomas Sankara, il a parlé sans embâche, en respectant les us et coutumes africaines des droits d'aînesse, du respect aux anciens, mais il ne s'est pas caché à poser certaines questions que la jeunesse africaine se pose. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme.
l'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, qui parle sans embâche par rapport à la détermination que doivent avoir les dirigeants africains face au destin, à la destinée de leur peuple. Aujourd'hui, c'est la RDC. Demain, c'est le Burkina Faso. Peut-être demain, après, ça sera le Rwanda qui aura la même position de faiblesse apparente que la RDC. Dans tout défi, il y a une leçon à retenir. Il faut aller à l'essentiel. Les dirigeants africains doivent diriger leur nation en manager afin de pourvoir un social convenable à leur population. Félicitations à la RDC, contre vents et marées, a organisé les 9e Jeux de la francophonie, malgré certains dénigrements, malgré l'absence du président français à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Le peuple avait répondu, la jeunesse francophone avait répondu, et félicitations au peuple congolais et aux Quinois en particulier. Et nous terminerons sur cette note de la cérémonie à Kinshasa.
Voilà pour ce premier tableau qui nous dresse un peu le programme de ce que nous verrons dans les jours à venir. Maintenant, c'est un voyage à travers le Congo, son patrimoine immatériel, ses richesses humaines et naturelles. C'est bien plus qu'une rencontre. Dans les eaux du fleuve et au-dessus des villes, je suis l'emblème de cette terre fabuleuse qui regroupe 110 millions d'êtres humains. Laissez-moi vous guider à travers ces peuples aux mille cultures et langages qui possèdent toutefois la langue française en partage. Prenez une grande inspiration, car vous allez entreprendre un époustouflant voyage au cœur d'un paradis terrestre que les anciens ont conservé intact pour nous et pour vous tous. Regardez, découvrez et appréciez qui nous sommes. C'est maintenant. Pénétrez au cœur de la forêt tropicale du bassin du Congo. L'un des deux poumons de la planète. Elle abrite une multitude d'espèces qui vivent sous la canopée en harmonie avec les hommes. La vie ici rappelle l'aube des temps et dessine un tableau où tout est harmonie, couleurs, mouvements et liberté.
pour une Afrique plus harmonieuse, les 9e Jeux de la francophonie, c'est l'Afrique qui gagne en RDC.